Si je perds l'accès à mon wallet, Je pars en Nouvelle-Zélande faire de la pêche. C'est des entrepôts géants, c'est un peu comme un Fort Knox du vin. Donc il y a beaucoup de sécurité, tous les vins sont assurés, etc. Ce sont plusieurs milliards d'euros de vin en gestion. tu préfères acheter du bitcoin ou des caisses de vin? D'un côté, tu as l'or numérique, de l'autre côté, tu as l'or rouge, c'est comme ça qu'on appelle le vin. La différence entre un vin à 5 et un vin à 100 euros, c'est plutôt facile. Faire la différence entre un vin à 100 et à 1000, voire 10 000, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Les vins étrangers sont évidemment moins bons que les vins français. J'avais bu ma première bouteille de Pétrus avec un mec qui était l'un des premiers mineurs de Bitcoin. Qu'est-ce qu'ils font quand ils ont de l'argent? Ils achètent des bagnoles, ils boivent du bon vin. Salut à tous, merci d'avoir cliqué, vous êtes bien sur le Crypto Daily et aujourd'hui on reçoit Louis de Bonnecase, Interstellar. Est-ce que le vin est plus spéculatif que Bitcoin? Est-ce que les NFT ont encore une utilité? Ou si stocker une bouteille à 10 000 euros dans un entrepôt sans jamais la boire, c'est vraiment normal? Et bah cette vidéo, elle est pour toi. Salut Ben, très content d'être là. Comment ça va? Ça va, on vient d'arriver à Paris, parce que nous on est à Bordeaux, du coup, avec Max, mon acolyte de toujours. Alors, on va commencer directement par un jeu. Ok. C'est je suis, donc je vais te donner des phrases qui commencent par je suis et tu vas me dire oui ou non. Je suis contre le système capitaliste actuel. Oui. Je suis convaincu que 80% des projets crypto sont surcotés. Oui. Je suis plus Elon Musk que Greta Thunberg. Oui. Je suis convaincu que l'école ne m'a rien appris sur l'argent. Oui. Je suis convaincu que le vin est devenu un actif financier. Oui. Je suis contre le fait de boire une bouteille de vin à 5 000 euros. Non. Je suis persuadé que XRP c'est fini. Non. Je suis convaincu que le bear market est une opportunité. Oui. Je suis plus hold que trade. Oui. Je suis convaincu que Solana c'est le futur. Non. Je suis persuadé que les NFT c'est fini. Non. Je suis pour une régulation stricte des cryptos. Non. Je suis plus investisseur que collectionneur. Non. Je suis contre les influenceurs crypto. Non. Je suis prêt à dire que certains vins sont surcotés. Oui. Je suis pour les CBDC. Non. Je suis pour un modèle où on ne possède plus rien, même son vin. Non. Je suis persuadé que les NFT peuvent sauver les vins d'exception. Oui. Je suis convaincu que les banques finiront par adopter Bitcoin. Oui. Première question, on y va directement. En 2017, tu lances une plateforme de vin en ligne qui accepte la crypto. Ouais. Wine Bottle Club. Comment te vient l'idée? En gros, l'idée, elle est simple, c'est très opportuniste. Au départ, il n'y a pas de belle histoire, de storytelling, etc. J'étais négociant en vin. Très rapidement, le négociant en vin, c'est vraiment les businessmen du vin. On le voit pas trop. Les gens consomment du vin, mais ils voient pas le business qu'il y a derrière. Donc, tu as les producteurs qui s'occupent de produire le vin. Et les négociants, en tout cas à Bordeaux, puisque j'ai commencé ma carrière à Bordeaux, sont les businessmen du vin et sont chargés de vendre le vin partout dans le monde. Beaucoup d'export dans le vin, deuxième balance excédentaire à l'export. Et à l'époque, donc, je suis négociant. C'est cyclique, c'est comme le marché des cryptos. Là, on était plutôt dans une période de crise, des difficultés à trouver des nouveaux clients. Et à côté de ça, moi, début 2017, j'investis dans les cryptos, dans le Bitcoin. Tu vas en profiter, quoi. C'est un... Exactement. Et donc, je découvre le Bitcoin, etc. Je fais un peu d'argent fin 2017 avec le deuxième bull run. J'ai pas vécu le premier. Et puis, je me dis, il doit y avoir des mecs qui ont beaucoup plus d'argent que moi, parce que moi, j'avais pas investi beaucoup à l'époque. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont de l'argent? Ils consomment, ils kiffent, ils achètent des bagnoles, ils boivent du bon vin. Et donc, c'est là que j'ai commencé à me dire, tiens, ces mecs-là veulent peut-être cash out, et ça a commencé comme ça. À ce moment-là, t'es pas vu comme un ovni, ou plutôt t'es vu comme un visionnaire? Ça dépend de quel côté. Côté vigneron aussi, les gens me disent, mais attends, là, le Bitcoin, déjà encore aujourd'hui, c'est compliqué, même si ça rentre dans les mœurs. Mais à l'époque, c'était, tu connais l'histoire, la monnaie de la drogue et du terrorisme. Et donc, du coup, non, ça faisait flipper. Par contre, de l'autre côté, quand j'arrivais, que j'allais voir, notamment, je me rappelle, j'étais à l'époque à Shanghai, et j'avais bu ma première bouteille de Pétrus avec un mec qui était l'un des premiers mineurs de Bitcoin, en tout cas peu importe, mais cette personne-là m'a regardé dans les yeux, elle a fait waouh, c'est génial, ok, moi je veux absolument cash out et t'acheter du vin. Donc c'est perçu d'un côté comme de l'autre très différemment à l'époque. J'ai pensé à toi l'autre jour. J'ai eu la chance de goûter un verre de grand champagne Louis XIII. Ok, de fine champagne ou Louis XIII, c'est du cognac. Oui, mais ça se dit grand champagne, monsieur. D'accord, ok. Génial. Est-ce que t'as kiffé? Pas du tout. Non, t'as pas kiffé? C'est très fort. Ouais. Mais c'est genre 4 000 € la bouteille. Le Louis XIII, il y a une histoire particulière. Ça fait partie de ces produits ultra luxueux. Donc déjà, c'est un spiritueux, c'est un cognac. On a eu des anecdotes d'ailleurs avec Max là-dessus. On s'est incrusté à une soirée Louis XIII. Je fais un aparté très vite. C'est aussi un peu ça l'entrepreneuriat, le côté start-up. Bien entendu. Et à l'époque, c'était à Miami. On voit une soirée Louis XIII qui se prépare à l'endroit où on était en train de visiter. Enfin, peu importe, c'était une tour Bentley, peu importe. Et en fait, c'était Louis XIII qui organisait un event privé. Et avec Max, il faut absolument qu'on aille dans cet event. Et j'ai fait passer Max pour un milliardaire crypto. On a dû rentrer à l'hôtel, au petit motel qu'on avait pris
mettre à Max un petit de ouf, costume. truc, Sauf que en fait, bon, il avait une talonnette qui était pétée, etc. C'est une histoire véridique. Et après, on a réussi à s'incruster donc à la soirée. Et Louis XIII, du coup, donc c'est le cognac le plus réputé au monde. c'est très dur à boire. Enfin, je trouve que c'est... Les spiritueux, c'est assez dur à boire, c'est moins accessible que le vin. Le cognac, ça a une résonance très particulière, notamment pour les rappeurs, etc. Et Louis XIII, c'est le saint des saints. Top du top. À toutes les grandes tables, les rois, etc. ont toujours les bu, rois. C'est déjà au moment des rois. Là. Voilà, il y a toujours des rois, même par exemple. Au Danemark. Ouais, bien sûr, en Angleterre, etc. Donc le Louis XIII, c'est un cognac qui est très cérémonial, mais en effet, c'est un peu fort, comme le cigare, tu vois, quand t'es pas connaissant avec ton palais. T'étais pas habitué. C'est dur de l'apprécier, quoi. C'est dur de l'apprécier. Bah, c'était pour ça. Je n'étais pas habitué à boire en tout cas, cool. Je sais pas à quelle occasion t'as bu ça, mais c'est rare. Une invitation à un endroit, un très bel endroit de Paris. Tu m'inviteras à tes events parce avec plaisir. Mais de toute façon, on se voit souvent aux events. Donc, mais pas. C'est juste que t'étais à Bordeaux. Il y a pas du Louis XIII, hein, donc. C'était dans un très bel hôtel. Ok, cool. Pourquoi on dit spiritueux, tiens? C'est une très bonne question. Les boissons spiritueuses, donc c'est des boissons qui sont plus alcoolisées que le vin. En général, c'est au-delà de 18 degrés, c'est des boissons spiritueuses qui sont faites de distillation. Mais c'est une très bonne question. En revanche, moi, je sais que j'aime beaucoup ce jeu de mots en anglais entre spirit, l'esprit, et spirit en anglais, les spiritueux, qui nous permet de faire pas mal de petits jeux de mots. Mais l'origine du mot spiritueux, j'avoue que ce serait une bonne histoire pour un de tes shorts, peut-être. Ouais, absolument. On rappelle que tu fais des shorts et on te voit sur Insta, sur TikTok, et vraiment j'aime bien parce que j'apprends toujours des trucs. Okay. J'aime bien que quand je tombe sur toi, en général, je scrolle pas tout de suite parce que je sais que je vais apprendre quelque chose. Avant de parler du lancement d'Interstellar, on va parler de vin. J'ai beaucoup de questions aussi. Déjà, ce qui est vrai, c'est que j'aimais pas le vin avant et maintenant j'aime le vin. Ça, c'est normal. Voilà. Le palais évolue et en général, c'est plutôt un alcool de trentenaire. Ça vient du mode de vie, en fait. Tu vois, quand t'es plus jeune, t'aimes bien faire la teuf, etc. Et ça finit plus tard et t'as besoin, à l'époque, le fameux vodka Red Bull, etc. Un truc dégueulasse. Je ne commande plus jamais un ouais, c'est pas bon hein, en termes de goût, etc. Puis ça masque les vodkas en général. C'est plutôt des alcools bas de gamme, même s'il y en a des hauts de gamme. Et en fait, ça vient du mode de vie. C'est-à-dire qu'après, tu préfères les dîners avec tes potes et un dîner, tu bois du vin. Ton palais se fait. Et en général, quand t'es un peu curieux, tu veux tester des nouveaux trucs. Et donc, c'est bien accompagné. C'est normal. C'est pas grave, docteur. Déjà, dans les crypto drinks, on a goûté un rosé la dernière fois. C'était comment il s'appelait ce rosé? Adastra. Ouais. Très bon. Ouais. Ça, c'est quelque chose que vous faites aussi. Ouais, bien sûr. On pourrait t'en parler après, mais faire son vin, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, on reviendra dessus, mais vraiment, c'est intéressant parce qu'au final, vous m'avez fait découvrir l'Armagnac. Je n'avais jamais goûté l'Armagnac avant que vous me proposiez les cocktails comment ça s'appelle les cocktails que vous les mules, les Rayman Mule. Les Rayman Mule, que je vous conseille d'ailleurs de goûter. Si vous regardez les crypto drinks, vous savez que c'est ce que je commande à chaque fois, c'est juste les Rayman Mule. C'est un French Mule en fait, c'est comme un Moscow Mule, sauf qu'au lieu de mettre de la vodka, tu mets de l'Armagnac. Tu mets de l'Armagnac. Exactement. Faut consommer français là, hein. Surtout en ce moment, c'est important. Surtout en ce moment, c'est important. En parlant de consommer français, de consommer du vin, qu'est-ce qui fait une bonne bouteille? Qu'est-ce qui fait une bonne bouteille? C'est ce qu'on appelle le terroir. Et le terroir, en fait, ça prend en compte du sous-sol jusqu'au ciel. Okay. En passant par la personne qui fait le vin ou le spiritueux, si ensuite c'est distillé. Donc en gros, c'est un enchevêtrement de terre, de terroir, de location et également de savoir-faire. Donc c'est du savoir-faire. Donc ça, c'est ça qui fait une bonne bouteille. Et pour qu'une bonne bouteille, ça c'est le deuxième élément, soit connue en tant que telle, donc pas qu'en termes de goût, il faut aussi un bon marketing. Il faut les deux. Un bon produit, un bon marketing, ça fait un bon vin. On parle de tarifs, on parle de consommer français, on parle d'une bonne bouteille. Est-ce que la France fait les meilleurs vins? Les vins étrangers sont évidemment moins bons que les vins français, historiquement, puis en termes de goût. Je le disais juste avant, le savoir-faire, ça fait que ton produit, il est bon. Et en France, je vais pas le citer, mais tous ces cités, mais déjà, tu prends Cognac, Champagne, Bordeaux, Bourgogne, c'est des noms et des régions qui ont une résonance internationale parce que c'est extrêmement exporté. Par exemple, le cognac, c'est 98% d'export. Évidemment que les vins et spiritueux français sont les meilleurs. Donc aujourd'hui, tu es là pour nous présenter Intercellar. Déjà, le nom, il parle pour les connaisseurs de vin, je pense. Le cellar notamment, donc en anglais, qui veut dire... La cave, le cellier. Ouais. C'est quoi Intercellar? Souvent, je trouve les noms de mes entreprises, de mes concepts ou de mes marques quand je roule en bagnole. Parce que c'est l'un des seuls moments où je suis pas dérangé par mon téléphone. C'est quand tu roules en bagnole. Exactement. Et ça tombe bien, vous roulez beaucoup en bagnole. Et on roule pas mal, surtout, alors on vient souvent de Bordeaux quand même en train, mais quand on vient à Paris et qu'on a un peu de vin, etc. à transporter parfois, on vient en voiture. Et donc Intercellar, comme son nom l'indique, le but en fait c'est d'interconnecter les caves des gens. Et évidemment, on utilise la technologie blockchain, donc on crée des jumeaux digitaux de chacune des bouteilles. T'achètes une bouteille sur la plateforme en tant que consommateur ou en tant que professionnel, parce qu'on intègre les professionnels. Et en fait, tu as un jumeau digital sur ta cave numérique.
numérique. Et la bouteille physique, elle est stockée dans un entrepôt, un énorme entrepôt où tu as des millions et des millions de bouteilles et surtout des centaines de millions d'euros de bouteilles qui sont stockées. On y était encore hier pour faire un tournage. Et le vin ou la bouteille reste là, alors qu'en fait, le jumeau digital, tu peux l'échanger, tu peux le revendre ou évidemment, tu peux te faire livrer ta bouteille. Est-ce que c'est commun et courant de stocker ces bouteilles dans le monde du vin ailleurs que chez soi? Bien sûr, ouais. En fait, alors c'est ce que tout le monde devrait faire. C'est pas courant, mais ça se pratique depuis longtemps. La seule différence, c'est qu'en fait, il y a pas de liquidité, et ça, c'est le grand problème. C'est-à-dire que tu peux externaliser ton stockage, mais qu'est-ce que tu fous de ces bouteilles-là? Alors évidemment, le but c'est de les boire, mais si à un moment donné tu veux les revendre ou même juste les échanger ou les offrir, on a beaucoup de clients, par exemple, qui sont des CE, des comités d'entreprise, etc., qui veulent donner des cadeaux à leurs salariés. Bah, c'est beaucoup plus simple d'envoyer une bouteille sur un wallet que de l'envoyer, etc. Donc la personne, donc ça rend beaucoup plus liquide le marché. Alors, je résume, je vulgarise à fond et tu me dis si je me trompe d'ailleurs. C'est-à-dire que demain, typiquement, vous faites une bouteille de vin, une grande cuvée Maison La Gravière. Ouais, il y en a plein. La Malartic La Gravière, par exemple. Ouais, tout à fait. Je l'avais presque. Ouais, ils seront contents qu'on les cite en plus. Je vais avoir un jumeau digital de cette bouteille-là. Ouais. Donc le NFT ABCD XYZ. Il va y avoir une bouteille qui va être stockée. Donc, c'est vous qui la stockez ou c'est directement de château? Non, c'est nous qui la stockons dans un énorme entrepôt. Ok. Donc, avec tout ce qu'il faut, la température, la lumière, bien entreposée, etc. L'hygrométrie, donc l'hydrométrie, l'humidité, etc. Ouais. Demain, il y a une marketplace. Je peux revendre mon NFT. Et la bouteille n'a pas eu à traverser d'un bout à l'autre du monde, n'a pas eu à prendre des risques de se casser pendant un transport, etc. Ouais. Alors c'est pas demain, la marketplace elle existe déjà. Tout de suite. Voilà, tout est live. Et demain, je décidais de le revendre, je voulais dire. Ouais, tout à fait. En fait, bah du coup, t'as pas l'empreinte écologique parce qu'un vin qui fait 6 à 7 fois le tour du monde, déjà c'est pas très bon en termes d'écologie. Puis ça peut l'abîmer. C'est encore bon à boire. Ah ouais, bah il y a des vins qui peuvent vieillir. Mais enfin, Asie, Europe, voilà. États-Unis. Enfin, une bouteille de vin quand elle fait des allers-retours comme ça, est-ce qu'elle est encore bonne? Ah bah, elle peut être flinguée. La plupart du temps, en fait, quand tu as des variations de température, c'est un asset. Donc, je parle d'asset parce qu'après, on va parler d'investissement, etc., qui est fragile. Donc, c'est un double tranchant. C'est-à-dire que d'un côté, c'est un asset qui est assez extraordinaire parce que tu peux le consommer. C'est le seul. Ce qui est plutôt fun, mais un peu dangereux. Mais aussi, bah, il peut s'abîmer. L'or, les cryptos, à moins que tu perdes ta clé privée, bon, là, c'est pas abîmé, c'est perdu. Ça peut pas s'abîmer. Donc, c'est en effet très fragile. Et je peux aussi l'offrir à qui je veux. Et après, cette personne-là, peut décider de brûler le NFT. Oui. Donc brûler, ça veut dire le détruire. Ouais, le détruire en échange de la bouteille physique. Et il reçoit la bouteille physique. Voilà, exactement. À ses frais ou à vos frais. À ses frais, ouais. En fait, ça dépend d'où t'habites. Si t'es à Hawaï ou si t'es juste à côté de chez nous à Bordeaux, les frais de livraison sont pas les mêmes. Mais là, demain, j'ai vos NFT. Je crois que j'ai des NFT d'ailleurs. J'ai des NFT. Ouais, c'est fort probable. Wine Bottle Club et Malartic La Gravière. C'est pour ça que je t'en parlais. Ouais. Demain, je peux burn le NFT et le recevoir chez moi. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est trop bien. Et je vais l'envoyer à qui je veux, en cadeau de Noël. Tiens. Tu peux la transférer à qui tu veux. Il y a aucun souci. Ça, c'est les frais. Il y a pas besoin de faire de KYC, rien. Non. C'est trop bien. C'est les frais de la blockchain. Le KYC, il a lieu une fois qu'il y a la livraison, en fait. Parce qu'il faut que tu donnes une adresse, etc. Donc, je me retrouve avec à avoir mon cellier chez toi. Ouais. Est-ce que c'est pas frustrant de ne pas posséder ces bouteilles? Parce que je vois quand même, j'ai un très bon collègue qui adore être collectionneur de vin et qui aime montrer ses bouteilles, sortir, tu sais, il est chez lui, il dit alors voilà, regardez, j'ai tout ça, etc. Alors si c'est frustrant, après quand tu achètes dans l'optique de faire vieillir pendant longtemps ou d'investir, bah, il vaut mieux pas les avoir à la maison, sinon en général tu tapes dedans, ce qui est plutôt positif aussi, ça dépend. Tu tapes dedans, T'as les deux côtés, mais après non, en général nous, nos investisseurs et les personnes qui créent des caves, ils ont un stock tampon chez eux avec 30, 40, 60 bouteilles et après ils ont leur cave plus grosse sur Interstellar. Ça dépend des profils, mais moi je sais que j'aime bien avoir, surtout quand je dois les faire vieillir pendant longtemps, ne pas les avoir à côté de moi. Dire que moi je pensais que le vin c'était fait pour être bu entre potes. Bon, bah, je me trompe. Mais si. Je me trompe complètement. Complètement, c'est le cas. Et d'ailleurs, si des vignerons regardent cette interview, je vais me faire taper sur les doigts, parce que le vin, évidemment, surtout quand t'as un tel savoir-faire, le vin il doit être bu. Sinon à la fin, en fait, c'est juste des trucs de collectionneurs et de spéculation. Mais au final, il y a des bouteilles de vin qui ne seront jamais bues, qui sont même plus bonnes aujourd'hui et qui valent pourtant des milliers d'euros. Il y en a. C'est un peu le pendant en fait d'un produit à haute valeur ajoutée. C'est une évidence en fait qu'il y a des échanges, etc. Et c'est pas valable que pour le vin, c'est valable pour n'importe quel objet. Une montre, c'est fait pour être porté, et t'as des très belles montres qui seront jamais portées, ce qui est très dommage. Mais le but, nous, d'Interstellar, c'est pas que d'alimenter cette hausse des prix, c'est aussi de permettre aux gens de garder leur cave, de faire vieillir les vins, parce qu'il y a des vins qui peuvent vieillir 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, et pour les déguster après, tu vois. En fait, on s'en charge. Jusqu'à 50 ans?
même 100. Jusqu'à 100 ans. Ouais, surtout quand t'as du sucre, comme des Yquem ou même des Saint-Estèphe avec beaucoup de puissance, même certains Bourgognes. Quand la structure et la base du vin est bien faite, ça peut être gardé pendant des décennies. On dit beaucoup que les vins ça coûte cher en fonction des années. Et j'ai appris récemment, alors tu me dis si c'est vrai ou si c'est juste un mythe, que c'est en fonction de si s'est passé de belles choses dans l'année ou pas du tout. Ça dépend de quel point de vue. Des belles choses en termes de météo, oui. En tant que des grosses années, par exemple, je sais que les bouteilles de vin, ou je pense savoir que les bouteilles de vin de l'année où la première fois on a monté où on a mis le pied sur la Lune, oui, elles valent plus cher. Alors oui, ça veut pas dire que le vin il est bon, mais en effet, t'as des grands millésimes, par exemple. Oui, alors c'est une très bonne remarque, mais par exemple, tu vois le millésime 2000, qui est le millésime du nouveau millénaire, Okay. Finalement il est surcoté parce qu'en fait il est pas si bon que ça. Okay. 2001 ou 99 sont tout à fait honorables et pourtant sont beaucoup moins chers. Donc en effet, t'as un effet 98 aussi pour la Coupe du Monde en France, la fin de la Seconde Guerre mondiale, des trucs comme ça. Il doit y avoir des complètement. Alors la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est pour d'autres raisons, c'est aussi qu'il y a eu très peu de production, donc voire carrément pas de production pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc ils ont repris la prod en 45. T'en as qui ont fait des étiquettes spéciales comme Mouton Rothschild qui a fait un V de la victoire, et là oui en effet les prix s'envolent parce qu'il y en a pas beaucoup, parce que ça a une. Là on est sur de la collection. Une résonance. Ouais, c'est de la collection, mais tu peux les boire aussi. Hein. Le but c'est de kiffer à un moment donné et de les boire. Hein. T'as déjà bu une bouteille de fou? Ouais. Genre c'est quoi la bouteille, soit la plus chère, soit avec le plus d'histoire, le plus de. Genre si je te dis ta bouteille, c'est laquelle, Louis? Ma bouteille, c'est une bouteille que je peux me permettre de boire, donc c'est une bouteille qui est pas forcément très chère, en tout cas pas aussi chère que ce que tu imagines. Moi, je suis du Sud-Ouest, de Madiran, donc biberonné à l'Armagnac et au vin de Madiran, qui sont des vins très costauds. Okay. Et il y a des vins comme Château Montus. Alors la cuvée de base doit valoir, je sais pas, une 30aine d'euros. Et ça, je trouve ça juste superbe. Comme quoi, excuse-moi, je te coupe, mais on peut profiter du vin à 30 euros. Ah mais complètement, même à 10 euros, t'as des vins qui sont superbes. Sérieux? Ouais, bien sûr. Après, c'est la rareté, c'est le marketing ou le non-marketing. Hein. Le non-marketing est un marketing, est une forme de marketing. Cheval Blanc, par exemple, je crois n'a pas d'Instagram. C'est pourtant le groupe LVMH parce que ne pas faire de publicité, c'est de la pub. Donc ça, c'est mon vin coup de cœur, mon vin voilà un peu local. Mais après les grandes bouteilles que j'ai bu, soit donc j'ai bu une fois du Petrus avec le fameux mineur de Bitcoin à Shanghai, soit plus récemment c'était une bouteille avec Max que j'ai partagé avec un de nos investisseurs au Japon, qui était une bouteille de Richebourg de la Romanée Conti. Et ça c'est des bouteilles qui valent pas 7-8 000 balles. Et ça fume le Louis XIII quand même. Ça fume le Louis XIII. Après, tu sais souvent avec ces bouteilles là. T'es déçu? T'es un peu déçu parce que tu t'attends à toujours mieux, j'imagine. Ouais, après c'est des superbes vins, c'est exceptionnel, mais bon après voilà le prix, c'est la loi de l'offre et de la demande, et donc parfois tu te retrouves avec. En fait, pour résumer, faire la différence entre un vin à 5 et un vin à 100 euros, c'est plutôt facile. Faire la différence entre un vin à 100 et à 1000, voire 10 000, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu et qui sont pas dans le vin en lui-même. Outre juste Exactement. Le vin. Interstellar, comment vous faites aujourd'hui pour lister donc des vins? Parce que dans tous les cas, à ce que j'ai compris, c'est très compliqué d'avoir des bouteilles de vin de grandes maisons, d'avoir des allocations, on appelle ça. Ouais, exactement. Comment vous faites aujourd'hui pour proposer différents alcools? Donc vous proposez pas que du vin sur Interstellar, hein. Il y a du champagne aussi. Des spiritueux. Alors le champagne est un vin, mais en effet c'est une catégorie à part. Ouais, tout à fait. Est un vin. Voilà, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. C'est un vin blanc en fait dans lequel il y a une fermentation qui donne le côté pétillant. Sérieux? Ce qu'on appelle la méthode traditionnelle. 2 fermentations. Une fermentation comme tous les autres vins et après une deuxième fermentation dans la bouteille. Mais donc le vin, le champagne est un vin, bien sûr. Eh ben, je suis français, ça je ne le savais pas. Ouais. Donc en fait, vous proposez plein de spiritueux, tout ce qui est autour des boissons, enfin de ce qui permet de passer des bons moments entre amis et en famille. Tout à fait. Alors comment on fait pour agréger tous ces vignerons? Donc il y a plein de types différents. On a commencé plutôt par vraiment le haut du panier parce que finalement en étant sur Interstellar, on permet aux gens d'acheter. Mais acheter c'est pas toujours facile comme tu le dis parce qu'il faut avoir les accès. Mais notre but c'est véritablement de devenir la plateforme 360 dans les vins et spiritueux qui réunit les professionnels, les consommateurs, les marques et notre ambition c'est de devenir la première licorne. Donc ça c'est intéressant de le dire en France et dans le monde. Dans les vins spiritueux, ce qui est une anomalie aujourd'hui parce qu'il y a 29 licornes, dont certaines qui ont investi dans notre boîte comme Sandbox ou un des fondateurs de Ledger, mais il n'y en a aucune dans les vins spiritueux. Alors que si tu regardes le top 3 mondial des plus grosses boîtes, tu as Pernod Ricard et entre Diageo, tu as également LVMH, la division Moet Hennessy. Voilà, donc notre ambition c'est celle-là, c'est de réunir tout le monde. Et comment on fait pour les réunir? En fait, c'est un peu le jeu, c'est un peu le serpent qui se mord la queue si je puis dire. C'est que plus tu as de consommateurs et de nouveaux consommateurs, ce que recherchent les vignobles, plus tu as des vignobles qui veulent aller sur la plateforme, et plus tu as de vignobles, plus les consommateurs viennent parce qu'ils ont du choix. Donc on doit
augmenter les deux au fur et à mesure. Mais alors, tu vois, je parlais avec un ami et il me dit que c'est très difficile d'avoir des allocations parce que chaque année, il y a très peu de bouteilles qui sont Ouais. trucs. Donc, les vignobles, ils ont 100% de vente. Qu'est-ce qui s'intéresse à avoir plus? Alors, ça dépend en fait. Donc, chaque vignoble a sa problématique. Ok. Il y a des C'est pas le cas de vignobles tous les qui vont vignobles. vouloir vendre plus, donc ils vont être intéressés par la solution et aussi par notre communauté, donc de nouveaux acheteurs. Bien sûr. Après, tu as des vins qui, comme tu le dis, n'ont pas de problème pour vendre. Et dans ces cas-là, eux, ils vont chercher, et c'est là que c'est hyper important et que c'est un gros use case de la blockchain, ils vont chercher de la data. La personne qui va faire des grands vins, et tout est vendu, ce qui va l'intéresser, c'est de savoir où est-ce que ça va être échangé, où est-ce que ça va être livré, etc. Et c'est cette data qu'on va proposer aux vignobles. Et c'est le côté CRM et SaaS de notre plateforme, puisque les vignobles vont payer en fait pour avoir accès à cette data. Tu nous dis que le Cheval Blanc, donc une marque qui appartient à LVMH, ne fait pas de marketing. Donc pas de marketing, c'est du marketing. Mais Ouais. est-ce que le marketing, c'est très important dans le vin? Ouais, c'est très important et surtout justement pour parler des autres vignerons qui sont pas forcément cheval blanc et qui veulent se donner une tribune. Et aujourd'hui en fait, c'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai pas mal réussi sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok. C'est parce qu'en fait on est un peu dans un océan bleu. C'est un univers, les vins et spiritueux, qui est quand même assez archaïque et il y a très peu de marketing qui est fait. Et comme je le disais également, c'est qu'un bon produit, c'est bien de faire un bon produit, mais il faut savoir le vendre. C'est le but quand tu fais un produit. Et donc savoir en parler. Donc nous, on est en train de lancer avec Interstellar tout un podcast justement, mais que pour les vignerons, etc., pour les mettre en avant. Donc c'est hyper important et il faut qu'ils suivent cette tendance finalement aujourd'hui des snack content, des réseaux sociaux, parce que c'est l'avenir. Alors ça fait longtemps que ça existe, mais voilà, le vignoble met plus de temps à s'acclimater à tout ça et c'est très important. Ça t'a aidé le personal branding pour Interstellar et même aux yeux peut-être des autres vignerons? Bien sûr, c'est très utile pour pas mal de points. Déjà en termes d'acquisition, moi je l'ai fait pas pour en vivre ou pour devenir influenceur, c'est pas l'objectif. Donc on fait de l'acquisition au travers de son personal branding pour sa propre boîte. Deuxièmement, ça peut t'aider en termes de légitimité pour une levée de fonds par exemple. Et puis dernier point qu'on soupçonne pas. Donc moi je le monétise pas pour à titre personnel. En revanche, ça peut te permettre de faire des économies sur ta boîte. J'en sais rien, on peut imaginer donc moi des costumes par exemple. Donc j'ai un partenariat avec des costumes sur mesure qui s'appelle Sanson, mais ça peut être même aussi pour des logiciels. Tu vois, tu peux dire par exemple, je sais pas, j'utilise Conto, Penny Lane, j'en sais rien, et faire une mise en avant. C'est pas le cas de ce que je dis, c'est des exemples, mais en gros, voilà, ça va te permettre d'économiser tout en mettant en avant d'autres marques. Mais alors toi, Louis, tu préfères acheter du Bitcoin ou des caisses de vin? Très bonne question, parce que pour moi les deux c'est de l'or. D'un côté tu as l'or numérique, de l'autre côté tu as l'or rouge, c'est comme ça qu'on appelle le vin, et ils ont des similitudes. Déjà il faut les garder dans le temps. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde, toutes les personnes qui ont revendu leur Bitcoin l'ont regretté. Le vin se bonifie avec le temps également, donc avec une courbe un petit peu comme celle du Bitcoin finalement, logarithmique. Donc ça s'améliore et puis après ça va stagner. Et surtout, pour moi, ce sont des actifs en fait qui vont rentrer parfaitement dans un portefeuille un peu paternaliste comme le mien. Donc le Bitcoin, alors, je devrais pas dire ça parce que ça reste un actif qui est spéculatif, mais c'est finalement le plus sûr, la plus sûre des crypto-monnaies. Et le vin, après, c'est quelque chose de très tangible. C'est un actif qu'on appelle alternatif. Donc en théorie, c'est censé représenter une petite partie de ton portefeuille. Mais aujourd'hui, voilà, moi, je sais que je suis fan des deux et aussi de l'or physique. Mais donc or numérique, or physique, or rouge, pour moi, c'est un très bon combo. Tu nous parlais un petit peu plus tôt que vous aviez un entrepôt sécurisé de stockage. Ouais. Il est où cet entrepôt? Alors notre entrepôt, c'est pas notre entrepôt. Évidemment, on externalise parce que c'est un métier que d'être entrepositaire. Et nos entrepôts, pour l'instant, sont en périphérie de Bordeaux. C'est des entrepôts géants. C'est un peu comme un Fort Knox du vin. Tu rentres avec donc il y a beaucoup de sécurité, tous les vins sont assurés, etc. Et t'as je crois qu'ils ont d'Artes, en tout cas là où on stocke, ils ont plusieurs milliards d'euros de vin en gestion, et c'est des palettes de grands crus. C'est un truc à voir. Les gens n'ont pas accès à ça. Tu peux pas me faire visiter ça si je vais à Bordeaux un jour? Si, alors en général on fait visiter ça aux gens qui ont pas mal de vin sur la plateforme, donc il faut que tu achètes un peu plus de vin. Mais pour toi on le fera évidemment. Non, ça tombe pas dans l'oreille d'un soir. Non, je plaisante, mais en vrai, c'est le pendant un petit peu de ça. C'est en gros, si tu veux de la sécurité, c'est pas genre un truc tu rentres comme ça, mais évidemment c'est pas un moulin à vent là. Pour le Crypto Daily, évidemment, on fera une exception et c'est hyper intéressant à voir. Je suis très chaud parce que vraiment c'est fascinant. Il y a des milliards d'euros. C'est un Fort Knox du vin. C'est des vins qui sont entreposés soit pour le compte de clients, soit des négociants qui stockent là-dedans. Nous, on a évidemment une grosse partie dans un des entrepôts et les vins sont entreposés sur des palettes et c'est des grands crus, quoi. C'est pas des petits vins. Vous garantissez leur conservation? Combien de temps les bouteilles quand on les achète sur votre plateforme? Alors en fait, tu peux les garder indéfiniment. Tu payes des frais de stockage qui sont assez minimes, qui sont de l'ordre de 20 centimes par bouteille par mois. Donc surtout
Sur une bouteille qui est à 100 ou à 200 ou à 500 euros, c'est pas grand-chose. Les vins sont assurés, les vins sont conservés dans les meilleures conditions de stockage, comme tu disais avant. Et pendant ce temps-là, tu peux le revendre, tu peux avoir fait des allers-retours, il peut avoir voyagé sur un wallet en France, en Chine, aux États-Unis et tout. Tout à fait. Il n'a pas bougé, il est encore là-dedans. Et ce qui est magique, c'est qu'en gros, au départ, notre but, c'était de mettre en relation les châteaux juste avec les consommateurs, mais les négociants, donc le métier que je faisais avant, qui ont eux aussi des millions d'euros de stock, ils ont dit mais attendez, votre solution, nous, elle nous intéresse, parce que quand tu te balades dans ces entrepôts et que tu vois une bouteille là-haut, elle est pas liquide parce que personne sait qu'elle est là. Elle est sur des fichiers Excel que les négociants s'échangent entre eux ou avec leurs clients. Mais nous, le but, c'est de rendre tout ce vin liquide et de créer la plus grande plateforme de marché de vin et de spiritueux. Et elle doit être en France. C'est important. C'est important que ce soit en France. C'est sûr que la France, le vin, ça va ensemble. On a des concurrents qui sont aux États-Unis, au Panama, un peu au UK. Mais comme on le disait tout à l'heure, à la question que tu me posais, où sont les meilleurs vins dans le monde, ils sont en France. Cette société-là, elle doit être française. C'est bien. Vive la France. Vive la France. Payer très cher les tarifs. Attention, c'est pas évident d'entreprendre en France. C'est très complexe. On le voit même par rapport aux URSSAF, etc. Et s'il y avait que ça, les conditions sont très complexes. Mais on tient bon parce que nous, notre produit. Alors tu sais, j'ai entendu pas mal de gens qui disaient, désolé, mais moi, des startups françaises, c'est je touche pas. Crypto ou même tech en règle générale. Alors évidemment qu'il y en a qui tirent leur épingle du jeu. Je crois que tu as reçu Finari par exemple il y a pas longtemps. Évidemment, il y a des choses très belles qui se font. Mais c'est vrai que quand tu vois la concurrence de la Silicon Valley à côté, c'est très difficile de faire sa place. Dans les vins spiritueux, on a cette légitimité et c'est pour ça qu'on a le gouvernement qui est derrière, la BPI. Donc c'est pour ça en fait que c'est très important pour nous de rester en France. Je te propose qu'on passe au jeu avant de faire une deuxième partie rapide où on a des petites questions un peu plus pointues. Ouais. Deuxième jeu, complétion de phrases. Donc je te dis une phrase, tu la termines. Ok. La pire stratégie d'investissement, c'est c'est d'acheter quand c'est vert et de revendre quand c'est rouge, quoi. Un grand cru, c'est encore plus spéculatif que. C'est encore plus spéculatif que. Allez, le premier truc qui te vient en tête. Ouais, c'est pas extrêmement spéculatif, c'est plus spéculatif que les cigares, par exemple. Que les cigares. Ce que les gens n'ont toujours pas compris sur la crypto, c'est que. C'est que c'est tangible. Solana, c'est le faux tueur d'Ethereum. Je ne ferai plus jamais confiance à personne. J'ai du mal à faire confiance. Mais sans spéculation, le Web3, c'est dans le futur. C'est dans le futur qu'il y aura plus de spéculation. Au début, il y a toujours de la spéculation. Si je devais parier ma vie sur une seule crypto, ce serait Bitcoin. Évidemment. Le vrai problème des collectionneurs, c'est c'est d'accumuler et de jamais revendre. Ouais. Un truc que j'ai compris trop tard sur la crypto, c'est qu'il y en a pas beaucoup qui comptent. Ma plus grosse perte en crypto, c'est quand j'avais acheté du Salt à l'époque sur le bull run de 2017, moins 99,9 quoi, enfin moins 100, je pense que ça n'existe même plus. La crypto qu'il ne faut surtout pas acheter, c'est d'un point de vue éthique ou d'un point de vue spéculatif. XRP du coup, je dirais d'un point de vue éthique, mais La phrase qui me rend ouf et que j'entends tout le temps, c'est l'argent ne fait pas le bonheur. XRP, c'est un bon moyen de faire du pognon à court terme. La pire narrative Web3, c'est génial et en même temps c'est de la merde, c'est les mêmes coins. Le vrai problème avec Bitcoin, c'est qu'il n'y en a pas assez. Ceux qui tradent tous les jours sont des professionnels ou des cons s'ils le font mal. C'est pas moi, c'est toi. Ethereum est devenu cher en frais. Bon, pas en ce moment, mais ouais. Le marché crypto me dégoûte quand quand il y a du FUD et que tout le monde revend alors que c'est juste de la panique et qu'il y a le fondamental derrière. Si je perds l'accès à mon wallet, je pars en Nouvelle-Zélande faire de la pêche. Mais dans tous les cas, c'est très drôle. Mais dans tous les cas, à la fin, c'est ce que je ferai. Donc voilà. Mais si je perds tout maintenant, spécifiquement en Nouvelle-Zélande. Ouais, la Nouvelle-Zélande, c'est le spot. Moi, je suis un peu survivaliste dans l'âme. Disons que je prépare potentiellement. Tout le monde fait des bunkers en Nouvelle-Zélande. Exactement. Les plus riches, notamment. Les milliardaires, parce que déjà t'as une faune et une flore. Et moi, je suis fan de pêche en fait. Donc il y a de la pêche à la truite, il y a tout ce qu'il faut, il y a de la montagne. On aille passer un week-end ensemble, vraiment. Un week-end vin, mais accord, mais vin, pêche et tout dans la montagne avec grand plaisir. Hein. Moi, c'est ça aussi. Au-delà du personnage en costume cravate. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis pas venu en costume cravate. Alors que moi, je me suis dit tiens, je vais pas en costume. Là. Écoute, on a inversé les rôles, mais non, la Nouvelle-Zélande. Le seul problème quand il y aura l'apocalypse, ce sera de rejoindre parce que quand c'est la merde, on l'a vu avec le Covid. C'est difficile pour y aller. Oui. Tout est fermé. Aujourd'hui, donc, vous proposez un service qui est sur la blockchain. On appelle les jumeaux numériques, qu'on peut appeler NFT. Alors, t'aimes pas trop le terme NFT, mais on l'utilise moins pour le grand public parce qu'ils le comprennent pas. Mais oui, c'est carrément des NFT, bien sûr. Mais est-ce que la blockchain, elle est vraiment indispensable pour proposer ce service ?
Alors c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de projets qui se sont créés sur cette narrative du Web3 à l'époque, on levait des fonds, etc. Alors qu'il n'y avait pas forcément besoin. Aujourd'hui, nous on a un use case qui est parfait dans le sens où en fait on a un actif qui va se stocker, un actif tangible qui va durer dans le temps et qu'on va pouvoir échanger. Donc pour moi, ouais, c'est très important. Vous avez aussi un token. C'est quoi l'utilité de votre token aujourd'hui? Notre token, c'est un utility token justement. C'est un peu comme des points de fidélité Air France que tu pourrais revendre, c'est-à-dire qu'on peut les remettre sur le marché, ils sont tradables. Et évidemment, c'est les points de fidélité, donc ils donnent des avantages pour les consommateurs, des accès au vin, donc plus t'as de tokens, plus t'as des accès en early, etc. T'es sûr d'avoir une allocation ou une exactement, bouteille, sûr, ou en tout cas t'as plus de chances, comme des loteries, etc. Ensuite, tu as des discounts sur le stockage, sur les fees, etc. De l'autre côté, tu as des avantages pour les marques, c'est très important parce que plus les marques vont lister et vendre sur la plateforme, plus elles vont récupérer du token. Et ce token, tu payes en token? Elles peuvent l'utiliser. Alors non, tu peux pas payer en token, tu as du discount en token. C'est compliqué après de mettre en place un système où tu peux payer avec ton token. C'est quelque chose qu'on est en train de regarder, mais c'est pas ce qu'on fait. C'est vraiment un utility token. Quand tu commences à vraiment trop échanger ta valeur, ça devient un security token et c'est plus complexe en termes de législation. Et dernier point, du coup, le token, c'est aussi finalement, donc je disais tout à l'heure, les tokens, les mêmes coins, c'est pas forcément ce qu'il faut suivre. Et nous, notre coin, c'est un daddy coin, tu vois. C'est un coin c'est un mouvement qu'on essaye de faire en sorte que les gens rejoignent, qui a un token de daron, dans lequel tu rejoins une communauté qui existe depuis des siècles et des siècles. Le Web3, enfin, les communautés n'ont pas attendu le Web3 pour se créer. On parle un peu de géopolitique parce qu'on en a parlé un peu. Alors, j'ai comme info là que le vignoble bordelais a envoyé 30 millions de bouteilles aux États-Unis l'an dernier. Ouais. Le vignoble bordelais. Ouais. Combien de bouteilles ils font déjà à l'année Alors c'est une bonne question. Ça se calcule plutôt en hectolitres. J'ai pas la réponse exacte, mais c'est environ 100 millions de bouteilles de vin. Donc 30% ça va aux États-Unis? Ouais. Non, c'est 100 millions. Non, attends, c'est 100 millions de bouteilles de vin de françaises qui sont exportées aux États-Unis. Et Bordeaux, on envoie 30 millions. Et Bordeaux, on envoie certainement 30 millions, donc certainement un tiers. Ils sont très consommateurs de vin de Bordeaux, de cognac aussi énormément. C'est le plus grand acheteur de vin français au monde, c'est les États-Unis, j'imagine. Non, il y a l'Europe il y a 3 pôles. T'as l'Europe qui est très grosse. L'Asie aussi, historiquement. beaucoup, L'Asie, évidemment. J'ai jamais bu autant de vin français que quand j'étais en Chine. Ouais, il y en a eu énormément. Là, c'est un peu plus en perte de vitesse. Okay. Et les États-Unis, évidemment. Bon, en tout cas, on a les droits de douane du président Donald Trump qu'il a annoncé récemment. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut t'inquiéter, toi? Alors, oui et non. Moi, je m'inquiète pour le vignoble français parce qu'en effet, on exporte énormément. Il avait déjà fait le coup sur son premier mandat. Il avait mis 25%, je crois, sur les vins spécifiquement. Finalement, il était revenu en arrière. Là, j'ai pas l'impression que ce soit voilà, pas pour l'instant l'objectif. Donc, d'un côté, c'est quand même négatif parce que du coup, on perd un gros marché. De l'autre, en fait, je me dis que finalement, si le but c'est de faire vieillir ton vin et de te le faire livrer après, nous on a des solutions de stockage, et qui dit stockage ne dit pas livraison, ne dit pas droit de douane à payer directement. Donc tu peux très bien conserver, donc un client américain, on a pas mal de clients américains, conservent leur vin en France. Il n'y a pas de tarif. Ben non, en fait, tant que t'es sous douane ou en fait que tu t'es pas fait livrer ton vin sur place, du coup tu payes pas les frais de douane. Donc en fait on offre cette solution, peut-être temporaire si ça revient en arrière. La Confédération nationale des producteurs de vin à appellation d'origine contrôlée, voilà, très difficile à dire, j'ai dû le lire, le CNAOC, chiffre, je cite, la perte nette pour le vignoble français à 1 milliard d'euros. Est-ce qu'Intercellar pourrait être affecté? La perte, donc liée au droit de douane américain. Intercellar peut être affecté en effet si on considère le marché américain, mais il y a d'autres marchés sur lesquels on est très fort. On vend énormément dans toute l'Europe, en Suisse notamment. On vend beaucoup en Asie, et comme je te le disais, voilà, on permet aux gens en fait finalement de stocker le vin. Donc finalement, nous, on n'est pas affecté plus que ça. Eh ben écoute, on arrive à la fin de cette interview, Louis. Merci à toi. C'était super de te recevoir. On aurait pu parler pendant des heures. À charge de revanche, je veux venir faire un week-end de pêche, de détente. Ouais, et boire du vin, faire de la pêche. Venir voir, tu sais, en province, parce que alors maintenant toi t'es plus en France, à Paris. Je viendrai juste pour l'occasion. Mais il faut descendre. Tu vas à Paris, après hop on descend. Il y a 2 heures de train. Bordeaux c'est super beau. Comme je te disais, j'ai vécu à Bordeaux. On a fait la même école, on a fait Cadge aussi. Ouais. Pas dans le même programme. En tout cas, vous pouvez retrouver Louis donc directement sur ses réseaux, donc sur TikTok, Instagram. C'est lequel que tu préfères le plus? J'aime bien Instagram parce qu'en plus si on peut partager des stories, etc. Et puis j'interconnecte avec Intercellar. Donc directement sur Instagram. Louis, merci beaucoup. C'était un plaisir de te recevoir. C'est pas la première fois que tu passes sur la chaîne. Ouais, on avait fait le. T'as gagné un crypto show. Ouais, je me souviens très bien. T'as gagné un crypto show. Carrément.
Et bien sûr, merci à vous d'avoir suivi. Sachez qu'on va refaire aussi un peu plus de contenu autour d'Interstellar. On va même peut-être vous faire gagner deux trois petits trucs là prochainement. Et restez connectés. Et en plus du disclaimer sur les cryptos, j'imagine que tu as l'habitude de faire. Je sais pas si tu l'as fait ou pas. Disclaimer aussi sur l'alcool. Automatiquement. Bon voilà, disclaimer aussi voilà sur l'alcool. Ça, l'alcool, j'ai appris à le faire, le disclaimer pendant voilà. les Crypto Drinks. Il faut boire. L'alcool d'abus est dangereux pour la santé. L'alcool d'abus est dangereux pour la santé. Voilà, déjà je suis bourré. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut boire avec modération. Et là, t'as toujours quelqu'un qui dit « Elle est où modération ?» C'est qui modération? Voilà. Non, en vrai, moi, mon leitmotiv et mon fer de lance vraiment, c'est de dire aux gens de boire moins, parce que c'est vrai, il faut l'alcool, c'est pas bon, mais de boire mieux, exactement. Je suis d'accord avec toi. Et c'est un super mot pour clore l'interview. Yes. C'était Benjamin Cohen et Louis Bonnecaze pour le Crypto Daily, et nous on vous dit à très vite.